Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'électroménager. Donc aujourd'hui, troisième chapitre où on va parler du lavage de la vaisselle. Donc le lavage de la vaisselle, il est réalisé par le lave-vaisselle et on va voir donc les grands principes de fonctionnement et les composants principaux qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc le principe pour le lavage de la vaisselle, on va voir qu'il va beaucoup ressembler au principe du lavage du linge parce qu'on va retrouver les mêmes actions. Donc pour laver la vaisselle, il faut combiner trois actions en plus du temps. Donc les actions, c'est l'action mécanique. Donc l'action mécanique dans un lave-vaisselle, il est essentiellement réalisé par les bras d'aspersion. Ces bras d'aspersion, ils sont là pour asperger la vaisselle, pour ça qu'on a dit d'aspersion. Et donc on va asperger la vaisselle avec une certaine pression d'eau qui va être issue des petites buses, des petits trous qu'on trouve sur les bras d'aspersion. Donc ces bras d'aspersion, on va asperger l'eau par le dessus, par le dessous, et il faut bien se rendre compte que la rotation des bras d'aspersion n'est engendrée que par la pression de l'eau et l'orientation légèrement en biais des buses. Il n'y a pas de petit moteur qui va faire tourner le bras d'aspersion. C'est ce qui explique notamment que c'est très facile de le bloquer quand on met de la vaisselle trop grande dans son lave-vaisselle, et du coup ça ne lave pas bien du tout. Donc la première action, je disais, c'est l'action mécanique. Deuxième action, c'est l'action thermique. L'action thermique, elle est réalisée par l'élément chauffant, donc c'est-à-dire que le bain d'eau qu'on va projeter sur la vaisselle, il faut qu'il soit à une certaine température qui va être programmée en fonction du type de cycle qu'on veut mettre. Et donc ça va être réalisé par un thermoplongeur, c'est-à-dire une résistance qui va être directement en contact avec l'eau, comme on avait dans le lave-linge, et puis éventuellement par un tuyau chauffant. On verra le fonctionnement plus précisément tout à l'heure. Donc action mécanique, action thermique, et puis la dernière action c'est l'action chimique. Donc il faut avoir du produit, donc c'est le produit qu'on va mettre dans le bain lessiviel. Donc, si jamais on baisse une de ces actions, on va être obligé de compenser en augmentant l'une des trois autres ou en augmentant le temps. C'est pour ça que les cycles économiques sur les lave-vaisselle durent aussi longtemps. Parce qu'on est obligé, à résultat égal, si on diminue par exemple la température du bain, on va être obligé d'augmenter le temps, ou la pression dans les buses, ou de mettre plus de lessive, mais ça, c'est assez contre-productif. Donc on va plutôt compenser avec ces deux-là. Donc le bain lessiviel, il est projeté sur la vaisselle à une certaine température, il est ensuite filtré, pour enfin être vidangé à la fin du cycle grâce à une pompe. Et donc, il est filtré constamment tout le long du cycle de lavage. Ce qui veut dire que plus notre vaisselle est pleine de résidus, et plus le filtre va être rempli, et moins la pression, et donc l'action mécanique sera importante. Et donc au final, on va rincer l'eau, et puis on va rincer la vaisselle avec de l'eau claire, et puis on va sécher à la fin. Alors, au niveau de l'installation du lave-vaisselle, il y a plusieurs éléments à tenir compte, donc ça veut dire le mettre bien de niveau, régler les pattes, etc. Et puis, donc, comme pour un lave-linge, la vaisselle doit être installée à l'horizontale, sur un sol dur et plan. Et donc, on va, comme d'habitude, vérifier que le raccordement électrique est aux normes, c'est-à-dire qu'on a un disjoncteur différentiel type AC 30 mA en tête, et puis qu'on a le disjoncteur divisionnaire qui va bien, ou éventuellement le fusible. Donc dans notre cas, 30 mA pour le différentiel, type AC, un disjoncteur divisionnaire de 20 A ou un fusible de 16 A. On vérifie que la ligne d'alimentation a une section de 2,5 mm² au niveau des conducteurs, que la prise de courant est en deux pôles plus terre, avec la liaison à la terre qui est reliée. Ensuite, donc, on trouve sur les lave-vaisselle une étiquette énergétique, comme sur l'ensemble des appareils électroménagers, qui nous indique la consommation en énergie de l'appareil, mais également quelques-unes de ses caractéristiques. Donc il y a trois lettres qui vont définir son efficacité. La première lettre correspond à son efficacité énergétique. Donc là j'ai un tableau de A à G, mais bon, maintenant on a des lave-vaisselle qui font A+, A++, etc. Donc qui sont encore plus économes que les plus économes de ce tableau-là. Par contre, on peut remarquer que ce tableau, il est rempli en kilowattheures par cycle pour X couverts. En fait, la capacité
du lave-vaisselle, on va le compter en nombre de couverts. En fait, un nombre de couverts, c'est un nombre standardisé, un couvert, c'est une assiette avec tant de couverts, tant de fourchettes, couteaux, des verres, etc. Et donc, typiquement, un lave-vaisselle de largeur standard, 60, normalement c'est 12 couverts. Mais on trouve des plus gros, 14 couverts, 10 couverts ou 8 couverts pour les lave-vaisselle de petite largeur. Et donc, effectivement, en fonction de la taille du lave-vaisselle, on ne va pas avoir la même consommation par cycle. Et donc, on aura des critères qui vont être différents pour être classé A, suivant que c'est un 8, 10, 12 ou 14 couverts. On trouve également une indication de l'efficacité de lavage, une indication de l'efficacité de séchage, et d'autres informations, comme par exemple là, sur l'exemple que j'ai pris, c'est un 12 couverts, et puis la consommation d'eau par cycle, donc 10 litres, et le niveau sonore en décibels. Sachant que la consommation d'eau et le niveau sonore, plus ces chiffres sont bas, et meilleur sera l'appareil. Donc, une fois que on a installé l'appareil, il faut savoir le programmer. On va le programmer avec différents cycles. Et ces cycles, on peut en trouver de plus ou moins nombreux en fonction des appareils, mais souvent on en trouvera un lavage de type intensif, un lavage normal, un lavage économique, un programme rapide et un programme d'attente. Après, il y a d'autres programmes spécifiques qui peuvent être particuliers à certains constructeurs. Donc si on prend un exemple, qu'est-ce qui va changer entre ces différents programmes? Un lavage intensif va prélaver, c'est-à-dire faire un premier lavage et un premier rinçage, soit à froid, soit à 65 degrés. Le lavage va se faire à haute température, entre 60 et 70 degrés. Différents rinçages à froid et le dernier à haute température pour pouvoir faciliter le séchage. La différence avec le normal, c'est que le prélavage se fait systématiquement à froid, la température de lavage est plus basse, la fin du cycle c'est la même, le lavage économique va ne pas mettre de prélavage et va laver directement à température plus basse. Donc il faudra le réserver à de la vaisselle qui est moins tachée. Et donc la fin du cycle c'est pareil. Et le lavage rapide, lui, il va diminuer le temps mais en augmentant la température. Et on va zapper le séchage, c'est-à-dire qu'on va indiquer une fin de cycle alors que le séchage n'est pas terminé. Un programme un petit peu particulier, c'est le programme d'attente. Le programme d'attente, lui, il ne fait qu'un prélavage à froid. Son rôle, c'est simplement d'humidifier les résidus de vaisselle en attendant de faire le lavage. Par exemple, il n'y a que 3 ou 4 couverts dans le lave-vaisselle lors d'un repas. On ne va pas le faire tourner pour aussi peu. Donc on va faire un programme d'attente pour ramollir un petit peu les résidus pour que ce soit plus facile à laver quand il sera rempli. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Donc on a plusieurs éléments déjà qui sont visibles autour du lave-vaisselle. Déjà on a un plan de travail. Le plan de travail amovible si on veut encastrer donc, le lave-vaisselle dans une cuisine intégrée, ou donc on peut le laisser si jamais il est en pose libre. On a un panier supérieur qui va nous permettre de déposer les verres et autres objets qui sont peu volumineux. Juste en dessous, on trouve un moulinet d'aspersion, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le bras d'aspersion. Donc celui-là, c'est le moulinet d'aspersion supérieur parce que c'est celui qui est le plus haut dans la machine. Et donc, quand on retire le panier supérieur, en fait, on débranche le moulinet d'aspersion de son alimentation et il vient se rebrancher avec un joint derrière quand le panier est bien rentré. Ici, on a le réglage de l'adoucisseur, donc j'en parlerai tout à l'heure. L'adoucisseur, ça va nous permettre de régler les problèmes d'eau calcaire. Le sel régénérant, qui va aussi nous permettre de régler ces problèmes, donc justement en y mettant du sel. On verra quelle sera l'action du sel au moment du lavage. Ici, on a un filtre de vidange. Donc le filtre de vidange, il est en dessous d'une grille perforée, il faut aller le vider régulièrement, parce que c'est ici qu'on va retrouver les résidus qu'on n'aura pas réussi à faire fondre avec la température, et éventuellement tous les résidus solides, les morceaux d'os, le verre cassé, qu'il va falloir enlever à cet endroit-là pour pas que ça se coince dans la pompe de vidange. Sur la face avant, on retrouve le distributeur de produits, donc le produit de lavage, et éventuellement le produit de rinçage. Et donc le produit de lavage ici. Là, le microfiltre, donc ça c'est la plaque perforée, auto-nettoyant parce que
En fait, ça va se dissoudre à chaque lavage. Là, le moulinet d'aspersion inférieur, qui lui aussi tourne librement, c'est uniquement la pression d'eau qui le fait tourner. Et là, bon, on ne la voit pas en réel parce qu'elle est cachée sous une plaque, c'est la résistance de chauffage. Et on trouve voilà, des éléments de panier avec les paniers à couvert, etc., les différentes clayettes pour pouvoir placer les assiettes amovibles parce qu'on a le choix de les mettre ou non. Donc ça, c'est les éléments visibles. Maintenant, les composants internes, ceux qu'on ne voit pas. Dans les composants internes, on a le programmateur. Alors là, sur l'illustration que j'ai utilisée, c'est un programmateur mécanique à cam, mais aujourd'hui, tous les programmateurs sont électroniques, donc finalement, c'est la carte électronique qui va programmer le lave-vaisselle. On trouve d'autres éléments. Ici, c'est bien la pompe de cyclage. Alors attention, le terme, le pompe de cyclage, pas une pompe de recyclage. Une pompe de cyclage, c'est celle qui va mettre en pression l'eau pour qu'on ait suffisamment de pression dans les bras pour nettoyer la vaisselle. Donc cette pompe de cyclage, elle sert juste à récupérer l'eau en bas de la cuve et la reprojeter sur la vaisselle. On a un débitmètre sur le circuit d'eau pour savoir voilà, si le débit est suffisant, si la pompe ne force pas, s'il n'y a pas des filtres de bouchée. On a également un pressostat. Donc comme sur le lave-linge, son rôle, lui, ça va être de mesurer le niveau d'eau à l'intérieur en mesurant indirectement une pression. On reviendra tout à l'heure sur son fonctionnement. Ici, une électrovanne, ou plusieurs, en fonction des appareils. Donc l'électrovanne, c'est un robinet commandé en tension. Quand on met du 230 volts dessus, ça ouvre l'arrivée d'eau ici jusqu'à la sortie. C'est ce qui va permettre de remplir la cuve. Ici, on a la pompe de vidange. Donc la pompe de vidange, elle sert quand on veut évacuer l'eau de la machine. Et évidemment, on va la trouver au point le plus bas. C'est-à-dire là où l'eau s'écoule quand le cycle est terminé. Ici, le thermoplongeur ou le corps de chauffe. Donc le thermoplongeur, comme je disais tout à l'heure, c'est une résistance qui est directement plongée dans l'eau. Le corps de chauffe, en fait, c'est une résistance chauffante qui est enroulée autour d'un tuyau, et au fur et à mesure que l'eau par cycle passe dedans, elle est chauffée petit à petit. On trouve un thermostat fixe à bilame. Alors le thermostat fixe à bilame, il est là pour couper l'alimentation de la résistance en cas de surchauffe. Et la bilame, le fonctionnement de la bilame, c'est une lame qui va se plier en fonction de la température à laquelle elle est soumise, et c'est justement cette lame qui, en se pliant, va couper l'alimentation, parce qu'il n'y aura plus le contact. Et puis on a aussi un capteur de température. Un capteur de température, c'est une CTN, c'est une résistance variable, à CTN coefficient de température négatif, donc du coup, la valeur de la résistance diminue quand la température augmente. Voilà pour les composants. Maintenant, comment ça fonctionne? Première étape, ça va être voir ce qui sert au remplissage de la machine. Voici un lave-vaisselle schématisé. Donc ici, au niveau du remplissage, c'est l'arrivée d'eau, on a deux électrovannes, V1 et V2. On a une électrovanne qui va servir au rinçage et qui va envoyer directement dans la machine. Puis on a une électrovanne qui va passer par le bac à produits et qui va passer cette fois par la pompe de cyclage, et c'est ça qui va projeter l'eau au niveau des bras d'aspersion. Et donc sur cette machine là, on a aussi un circuit qui permet de détecter s'il y a une fuite. Donc le circuit d'eau est rempli par une électrovanne, parfois couplée à un débitmètre. La vanne V1 assure le remplissage de mélange avec la lessive. La vanne V2 réalise le rinçage sans passer par le distributeur de produits. Alors comment on gère le remplissage? On a dit qu'on pouvait mesurer la hauteur d'eau dans la cuve avec un pressostat. Donc on va rappeler comment fonctionne le pressostat. Si la cuve est vide, donc ici est schématisée la cuve, et bien ça veut dire qu'au niveau de la chambre de compression, ici le niveau, pareil, est vide au plus bas, donc ça veut dire que la pression est à la pression atmosphérique. Ici j'ai une membrane déformable. Si j'ai pas de pression à ce niveau-là, ça veut dire que ici le rassort de rappel refait redescendre la membrane, et donc le contact est établi entre la borne numéro 12 ici et la borne numéro 11 là. Donc j'ai un contact entre 11 et 12, mais j'ai par contre pas de contact avec la borne numéro 13. Qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a de l'eau qui commence à monter dans la cuve? Si l'eau commence à monter dans la cuve, ici l'air qui est là va se retrouver emprisonné. Et donc, au fur et à mesure que le niveau d'eau va monter, cet air emprisonné va monter en pression. Et
il va avoir tendance à pousser sur la membrane déformable qui est ici. Et si le niveau atteint un niveau qui est prédéfini, et en fait cette membrane va tellement se déformer que j'ai ce pointeau là qui va venir faire mettre en contact les bornes numéro 11 et 13 au lieu d'avoir un contact entre 12 et 11. Et donc là je saurai par un simple contact que le niveau d'eau dans la cuve aura atteint une certaine hauteur. Donc la pression de l'eau déforme la membrane et actionne un contacteur à lame souple. On peut également mesurer l'eau avec un débitmètre. Alors comment ça marche un débitmètre? C'est aussi un système qui est relativement simple. C'est-à-dire que ici vous avez un système de roue à aube qui est entraîné, rotatif, qui est entraîné par le passage de l'eau dans le débitmètre. Cette roue à aube est munie d'un aimant avec 2 pôles nord, 2 pôles sud, et en fait cet aimant va attirer ou pas cette lamelle souple ici. Et en fonction du fait qu'elle soit attirée ou pas, cette lamelle va venir en contact avec la deuxième lamelle qui est en dessous. Et donc ça va permettre, avec une petite alimentation, de produire un signal carré. Donc ça veut dire des 0 et des 1, et c'est la fréquence de ce signal carré qui va nous donner la vitesse de passage de l'eau. C'est-à-dire la vitesse à laquelle on commute de 1 à 0 et de 0 à 1. Donc la mesure d'eau de remplissage peut aussi se faire par un débitmètre qui envoie des impulsions représentatives du débit d'eau à la carte de programmation. Donc voilà pour le remplissage. Maintenant, il faut qu'on fasse un petit peu de chimie. Parce que les propriétés chimiques de l'eau de lavage vont conditionner la qualité du lavage de la vaisselle. Et donc il y a un paramètre qui permet de conditionner ça, c'est l'acidité de l'eau. Alors petit rappel sur ce que c'est que l'acidité. Normalement, de l'eau distillée, elle est neutre, c'est-à-dire qu'elle a un pH autour de 7, 8. Et donc, en fonction des différents produits, on peut avoir des produits qui sont plutôt basiques ou des produits qui sont plutôt acides. Et en fait, on le mesure avec un indicateur qui s'appelle le pH. Et donc si on a un produit qui a un pH faible, proche de 0 ou 1, alors il sera très acide, par exemple l'acide chlorhydrique, ou le jus de citron, dans une moindre mesure. Ou alors si on a un pH qui est très élevé, on a des produits qui sont très basiques, comme la soude caustique par exemple, et les produits lessiviels, le savon, etc., c'est aussi basique. Donc la formule chimique de l'eau, c'est H2O, c'est-à-dire 2 atomes d'hydrogène reliés avec un atome d'oxygène. Et donc ces 2 atomes d'hydrogène, ils sont reliés avec un certain angle. Si l'eau est acide, alors ça veut dire que la concentration en ion H3O+ augmente. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ion? Un ion, en fait, c'est un atome qui aura gagné ou perdu un élément. Enfin, c'est une molécule qui aura gagné ou perdu un atome. Donc là, dans notre cas, H3O+, ça voudra dire qu'on aura 3 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Et donc, ça fait aussi que donc on a une valeur qui va être positive parce que je vais avoir des électrons en moins. Un électron étant une charge négative. Et donc, si l'eau est basique, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je vais perdre un hydrogène, et donc je vais me retrouver avec un ion OH-. Et donc, l'acidité de l'eau, c'est toujours un équilibre entre ces fameux ions H3O+, et OH-. S'il y a plus d'H3O+, alors, du coup, ça veut dire que l'eau est acide, et s'il y a plus d'OH-, ça veut dire qu'elle est basique. Et donc, l'acidité, elle a une influence sur la qualité du lavage. Donc du coup, on mesure le pH. pH, ça veut dire potentiel hydrogène de l'eau. Malheureusement, il est difficile d'agir sur l'acidité de l'eau au niveau des particuliers. Donc si vous avez une maison avec une acidité de l'eau qui est mauvaise, vous ne pourrez pas trop agir dessus. Par contre, on peut le mesurer facilement avec un papier pH ou un pH mètre. Et donc, si on veut un lavage efficace, il faudrait avoir une eau neutre, c'est-à-dire un pH autour de 7. Par contre, il y a un autre élément sur lequel on peut agir, c'est la dureté de l'eau. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on avait un adoucisseur d'eau dans le lave-vaisselle, et donc c'est pour agir justement sur la dureté de l'eau. Alors mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la dureté de l'eau, ça correspond à la concentration en calcaire. C'est-à-dire qu'une eau dure, c'est une eau où il y a beaucoup de calcaire dedans. Et ça, c'est pas terrible pour le lavage de la vaisselle. La mesure de la dureté, ça s'appelle l'hydrotimétrie. Et en fait, ça s'exprime en degrés TH, à ne pas confondre avec le pH. Donc les degrés TH,
TH, ça veut dire titre hydrotimétrique. Et finalement, ça revient à mesurer la concentration en calcaire. Donc le degré TH peut se mesurer là aussi, soit avec des bandelettes, soit avec un mesureur électronique, soit avec une solution réactive où on va mélanger l'eau et puis on va vérifier avec un produit de réaction. En fonction du lieu où on habite en France, on a des duretés de l'eau qui sont différentes. Donc on se rend compte qu'on a de l'eau qui va être très dure avec beaucoup de calcaire dans des régions du nord de la France, dans le nord-est, dans certaines régions du sud, alors qu'il y a d'autres régions où il n'y a pas de problème. Et ça, ça va nous obliger à faire un réglage sur le lave-vaisselle au moment où on l'installe. C'est-à-dire que si on est dans une région avec très peu de calcaire, ce ne sera pas la peine de lui mettre le sel régénérant et de lui régler l'adoucisseur. Il faudra mettre l'adoucisseur sur 0. Le lave-vaisselle va se plaindre qu'il n'y a pas de sel régénérant, mais ce n'est pas grave, puisqu'on n'en a pas besoin à cet endroit-là, puisqu'on est sur de l'eau très douce. Donc une eau trop dure, ça laisse des traces blanches sur la vaisselle, et ça entartre la machine. Par contre, l'eau trop douce, elle est agressive pour le verre. Donc du coup, l'idéal là, c'est d'avoir 7 degrés TH, c'est-à-dire un degré très faible, une eau très douce. Alors comment on peut agir là-dessus? Eh bien, nos lave-vaisselles sont équipés d'adoucisseurs d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, on y place du sel régénérant. Le sel régénérant, en fait, on va essayer de saturer l'eau en ions calcium, enfin, remplacer, pardon, les ions calcium par des ions sodium, qui, eux, vont pas engendrer les mêmes problèmes sur la vaisselle. Et donc, en fonction du degré TH mesuré, on règle un barillet de réglage de la régénération. Ce barillet de réglage, souvent on le trouve soit au fond de la cuve, soit dans la porte. Et donc ce barillet de réglage, on peut le régler de 1 à 5 pour savoir si on va mettre beaucoup de sel ou pas. Donc là, on passe par un répartiteur, et c'est ça que règle le barillet. Et ce répartiteur, en fait, c'est des diamètres différents qui vont capter plus ou moins d'eau au passage du cycle. Et donc ça va être envoyé dans le pot de sel régénérant. Et donc ce pot de sel, il est mélangé à l'eau, et une eau saturée en sel, c'est ce qu'on appelle de la saumure. La saumure, c'est une eau saturée en sel. Et cette saumure, elle va être envoyée dans un pot à résine, et c'est ça qui va transformer l'eau dure en eau douce. Parce que là, il va y avoir une saturation en ion sodium. Le lave-vaisselle vous dira si jamais le pot de sel est vide. Alors, lorsqu'il est vide de sel, alors comment on peut faire ça? Puisque le pot de sel est toujours rempli d'eau. En fait, on va jouer sur la densité de l'eau. En fait, le voyant de manque de sel, il est actionné par un ILS. ILS, ça veut dire interrupteur à lame souple. Il est là, sur le schéma. L'interrupteur à lame souple, c'est comme tout à l'heure quand on était sur le débitmètre. Ici, cette lame, elle est souple. Et si jamais je présente en face un aimant, elle va être attirée, puis ça va faire le contact avec l'autre partie de l'interrupteur à lame souple. Et donc, il est actionné par un aimant à l'intérieur d'un flotteur dans le pot à sel. Donc finalement, ce flotteur, il ne va pas flotter au niveau supérieur de l'eau, il est lesté, il a un certain poids. Et donc, le but, c'est que si jamais la saumure a une concentration faible en sel, en fait, il va plonger plus profondément que s'il y a une concentration élevée en sel. Pourquoi? Parce que l'eau saturée en sel, la saumure saturée en sel, elle est plus dense que l'eau qui n'est pas saturée en sel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette eau est plus lourde, et donc du coup que les objets ont tendance à mieux flotter dans une eau saturée en sel. Vous avez peut-être en tête des images de personnes qui, dans certaines mers intérieures qui sont très salées, n'ont même pas besoin de nager pour flotter à la surface de l'eau. En fait, ça c'est dû à la densité de l'eau. On flotte toujours mieux dans de l'eau salée que dans de l'eau non salée, de piscine par exemple. On va utiliser ce principe-là pour faire en sorte de mesurer la concentration en sel dans l'eau. Et donc le flotteur, s'il est bas, ça veut dire qu'il y a peu de concentration en sel, on va activer le voyant. S'il est haut, ça veut dire que la concentration en sel sera suffisante. Bon, maintenant qu'on a vu la chimie, on va voir la partie mécanique. Le cyclage. Donc le cyclage, il faut une certaine puissance quand même pour mettre de la pression dans les bras d'aspersion. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser une pompe de forte puissance, 100 watts, qui envoie le bain lessiviel dans les bras d'aspersion, ici.
Et en même temps, le bain il est chauffé avec un thermoplongeur, 2000 watts. Donc 2000 watts c'est une grosse puissance, ça veut dire qu'on envoie beaucoup de courant à l'intérieur. Et donc par conséquent, la résistance équivalente mesurée au thermoplongeur, elle est relativement basse. Si on mesure à l'ohmmètre, on doit mesurer quelques dizaines d'ohms. Et donc ça peut être aussi un corps de chauffe, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, on enroule une résistance chauffante autour d'un tuyau, et donc en fonction du passage de l'eau, à fur et à mesure que ça passe, elle est chauffée au fur et à mesure. À la fin du cycle, on va effectuer une vidange, et pour ça on va utiliser une pompe de vidange de plus faible puissance, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse pression pour évacuer l'eau de la machine. Donc on n'a que 30 watts, et donc ça veut dire que la résistance équivalente à la bobine à l'entrée de la pompe, elle est que de 180 ohms. Parfois, c'est la pompe de cyclage elle-même qui sert de pompe de vidange quand elle est activée en rotation inverse. Pour faire des économies, on peut utiliser une seule pompe pour faire les deux actions. Après, il ne reste plus qu'à sécher la vaisselle. Et donc là, on a 4 manières principales de le faire. Alors, soit on fait ce qu'on appelle la convection naturelle. Je balance de l'eau très chaude au dernier rinçage pour que finalement je retrouve donc ce même effet qu'on avait vu dans le chapitre sur le sèche-linge. En augmentant la température, je transforme l'eau à l'état liquide en vapeur d'eau. Donc je fais de l'évaporation. Et donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais balancer de l'eau très chaude sur la vaisselle, et ensuite je vais avoir une mise à l'air libre qui va me permettre d'évacuer cette chaleur. Ensuite, j'ai la convection forcée. C'est le même principe, mais sauf que cette fois, je vais forcer la convection pour que l'air soit brassé dans tout le lave-vaisselle avec un petit ventilateur. Et donc, je vais aussi utiliser ce ventilateur pour faire l'extraction de l'air humide. On peut aussi avoir le chauffage à sec, c'est-à-dire que j'ai mon thermoplongeur qui normalement doit fonctionner que dans l'eau, et je vais l'alimenter à sec, donc à plus faible température quand même, pour chauffer l'air à l'intérieur et forcer le séchage de la vaisselle. Et puis j'ai le séchage par condenseur à chute d'eau. Donc là, je vais balancer des gouttes d'eau ici qui va me permettre de refroidir brutalement la vapeur d'eau qui est à l'intérieur. Et donc cette vapeur d'eau va se condenser sur ce rideau d'eau froide. Voilà les différents types de séchage. Maintenant, comme d'habitude, pour résumer, un petit exercice. Donc on va essayer de répondre à ces questions. Quelles sont les 3 actions qui interviennent dans le lave-vaisselle? Ce sont les mêmes que pour le lave-linge. On a, en plus du temps, l'action thermique, l'action chimique et l'action mécanique. Donc thermique, mécanique, chimique. Voilà, 3 actions. 2. Doit-il être raccordé sur un disjoncteur différentiel de type A ou de type AC? Alors, même si le lave-vaisselle a de l'électronique dedans, donc il serait tout à fait acceptable de le connecter sur un différentiel de type A, comme pour le lave-linge. Par contre, la norme dit AC, donc c'est AC. Quel est le rôle du programme d'attente? On a dit, le programme d'attente, il sert à balancer de l'eau froide sur la vaisselle pour attendre justement que le lave-vaisselle soit rempli pour faire un cycle complet. C'est pour faire des économies, pour ne pas faire tourner le lave-vaisselle alors qu'il n'est pas plein. Donc le programme d'attente réalise un trempage à froid pour ramollir les résidus en attendant le lavage complet. En général, où se trouve le distributeur de produits de lavage dans un lave-vaisselle? Donc le distributeur de produits de lavage, c'est là qu'on met la pastille ou le produit, et en général, il se trouve dans la porte. Partie intérieure de la porte du lave-vaisselle. Quel est le rôle d'une CTN? CTN, coefficient de température négatif, c'est une résistance dont la valeur diminue en fonction de la température et qui me permet de mesurer la température à l'intérieur du lave-vaisselle. Donc une CTN est une thermistance, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi, dont la valeur diminue quand la température augmente. Elle permet de mesurer la température du bain lessiviel. Quel est le rôle de l'électrovanne? Électrovanne, c'est un robinet commandé en tension, et donc son rôle, c'est de contrôler le remplissage du circuit d'eau en fonction de la commande du programmateur. Le pressostat, on retrouve quand même les mêmes composants que dans le lave-linge. Le pressostat, c'est un composant qui va me permettre de mesurer une certaine pression d'air qui va représenter le niveau d'eau à l'intérieur de la cuve, parce que c'est de l'air qui est piégé dans un circuit de compression. Donc le pressostat permet de mesurer le niveau d'eau dans la machine. Ok. Quelle est la différence entre le pH
et le degré TH. Donc là, le pH, c'est le potentiel hydrogène, c'est l'acidité de l'eau, alors que le TH, c'est le titre hygrotimétrique, et là, donc, c'est sa concentration en calcaire. Donc, c'est pas la même chose. pH, potentiel hydrogène, acidité. TH, titre hydrotimétrique, qui représente la concentration en calcaire de l'eau. Quel est le rôle de la pompe de cyclage? C'est justement celle qui assure le cycle de l'eau pour faire l'action mécanique. Donc la pompe de cyclage permet de mettre en pression l'eau dans les bras d'aspersion. Aspersion, ça vient d'asperger. 10. Expliquer le principe du séchage par condenseur sur un lave-vaisselle. On va forcer la vapeur d'eau à se condenser, et donc pour ça, on va utiliser une chute d'eau froide pendant le séchage pour condenser l'eau contenue dans l'air humide. Et voilà, c'est une des manières les plus efficaces de réaliser le séchage de la vaisselle. Une autre possibilité connue dans beaucoup de foyers, ça va être de repérer le moment où le cycle est terminé et puis d'entrouvrir la porte du lave-vaisselle pour forcer de l'air frais à rentrer à l'intérieur. Et ça, ça permet aussi d'améliorer le séchage de la vaisselle en fin de cycle. Voilà pour ce chapitre, je vous donne rendez-vous prochainement, donc cette fois pour parler des plaques de cuisson. A bientôt, au revoir.